Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Imaginez un peu le scénario, là. On planifie avec soin ses vacances, on réserve une cabine sur un navire de croisière flambant neuf, en pensant vraiment s'offrir un luxe bien mérité. On fait ses valises, on monte à bord. Ouais, le rêve commence. Exact. Sauf qu'une fois sur place, la réalité frappe. On réalise que le billet spécifique qu'on a acheté, il nous relègue dans une chambre qui vibre littéralement au rythme de la salle des machines. Oh, la fameuse surprise de la cabine bruyante. Puis c'est pas tout. On découvre qu'on n'a même pas le droit de choisir à quelle heure on veut manger le soir. C'est le genre de surprise qui guette énormément de voyageurs dans l'industrie moderne parce que, tu sais, acheter un billet aujourd'hui, c'est plus une transaction binaire. On achète plus simplement un passage d'un point A à un point B. Non, au fond, on achète un niveau de privilège. Exactement. Et aujourd'hui, dans notre exploration en profondeur, on s'attaque à un acteur colossal qui maîtrise cette complexité-là à la perfection, soit MSC Cruises. Et pour décortiquer tout ça, la source sur laquelle on s'appuie aujourd'hui, c'est un guide vraiment exhaustif, une édition actualisée de 2026 qui s'intitule MSC Cruises, What it is, How it works and What to expect. Ça a été rédigé par Yvan Junior Blanchette, qui est un spécialiste en voyage de l'agence Aéria Voyage, si je ne m'abuse. C'est bien ça. Et l'objectif de son document, c'est vraiment d'offrir un mode d'emploi clair pour naviguer, sans jeu de mots, là, dans le système très particulier de cette compagnie. Parce que, juste pour donner une idée de l'ampleur de la chose, MSC accaparait 10% de tous les passagers de croisière à l'échelle mondiale en 2025. 10%? Wow! Ouais, ça les place directement au 3e rang mondial, tout juste derrière les géants historiques que sont Carnival et Royal Caribbean. C'est un volume de passagers qui est étourdissant. Mais tu sais, ce qui frappe immédiatement quand on lit ce guide-là, c'est la structure même de leur offre. Réserver avec eux, c'est comme acheter une voiture neuve chez un concessionnaire. Ben oui, c'est une très bonne analogie en fait. Fait qu'on commence par choisir la carrosserie, c'est la cabine, sauf que c'est juste la première étape. Ensuite, il faut choisir un niveau de finition, ce que la compagnie appelle officiellement des expériences. Ouais, le fameux système d'expérience. Et cette décision-là, dicte presque toute la dynamique du voyage. Les zones du navire auxquelles on a accès, la flexibilité de l'horaire de souper, l'emplacement physique de la chambre. Dans un marché qui est saturé d'informations, mais comprendre cette mécanique-là, ça permet aux voyageurs d'éviter de voir leur facture doubler une fois en pleine mer, puis de trouver une option de luxe qui est réellement abordable. Absolument, mais avant d'expliquer comment réserver, faut comprendre qui dirige cette compagnie-là. Parce que la clé pour comprendre cette structure tarifaire inhabituelle, elle réside dans l'ADN même de l'entreprise. Oui, parce que c'est pas une compagnie américaine classique. Non, pas du tout. MSC, c'est pas une entité corporative standard, c'est la plus grande compagnie de croisière privée au monde. Elle appartient intégralement à la famille Aponte. La famille Aponte, c'est ça. Exact. On parle d'une famille dont les racines maritimes à Naples, en Italie, remontent littéralement au XVIIe siècle. Gianluigi et Raffaella Aponte ont fondé la Mediterranean Shipping Company en 1970 avec un seul navire. Le seul navire au départ, c'est fou. Puis aujourd'hui, c'est le plus grand opérateur de porte-conteneurs de la planète. On parle de plus de 800 navires qui sillonnent les océans pour transporter des marchandises. Attends, le saut du transport de conteneurs au tourisme de masse, ça semble énorme. D'après le guide d'Yvan Junior Blanchette, leur aventure dans les croisières a juste commencé en 1998, c'est ça? Ouais, c'est quand ils ont racheté le navire Achille Lauro. OK. Mais au-delà de l'anecdote historique, en quoi le fait d'être une entreprise familiale privée, ça change concrètement la donne pour le passager qui réserve ses vacances demain matin? Et comme Carnival ou Royal Caribbean, ce sont des sociétés cotées en bourse. Donc, qui répondent à Wall Street. Exactement. Elles doivent constamment satisfaire les attentes des actionnaires, présenter des rapports financiers trimestriels impeccables, sinon l'action chute. MSC, de son côté, fonctionne sans cette pression-là. Les décisions sont prises actuellement par le PDG, Diego Aponte, puis sa sœur Alexa Aponte-Vago, qui est à la direction financière. Et eux, ils pensent sur un horizon générationnel. Fait qu'ils n'ont pas à paniquer si une saison est un peu moins rentable, par exemple. Précisément. Et cette indépendance explique leur expansion foudroyante des dernières années.
Le guide mentionne un accord vraiment impressionnant, 3,5 milliards d'euros. Des euros? Wow! Ouais. Signé avec les chantiers de l'Atlantique en France pour livrer 4 nouveaux navires colossaux de classe World d'ici 2031. Une compagnie cotée en bourse aurait vraiment un mal fou à justifier une dépense d'infrastructure aussi gigantesque sans provoquer une tempête de nervosité chez les analystes financiers. MSC, eux, ont le luxe du temps long. OK, mais là-dessus, j'aimerais qu'on s'arrête une seconde. Être le 3e plus grand joueur mondial en volume de passagers, puis continuer à fonctionner comme un clan familial fermé, est-ce que c'est vraiment juste un avantage? Il n'y a pas un risque d'insularité là-dedans? Tu sais, face à des conglomérats américains qui sont ultra agiles, qui sont contraints par le marché boursier à innover ou mourir, est-ce que cette approche privée-là risque pas de les enfermer dans leurs propres certitudes? Cette insularité-là, elle est assumée, puis c'est vu comme un avantage stratégique. Et cultivent farouchement leur philosophie européenne. Au lieu d'essayer de copier le modèle nord-américain, ils s'en démarquent volontairement. C'est comme leur signature dans le fond. Exact. Et ça se traduit par leur domination absolue sur leur propre territoire, soit la Méditerranée. Le guide souligne vraiment qu'ils offrent le programme méditerranéen le plus approfondi du marché des grandes lignes. Puis on s'entend, c'est pas juste un déploiement de façade pour faire beau l'été. Selon les chiffres, en 2026, la compagnie maintient carrément 9 navires en Europe durant la saison estivale. 9 navires. Ouais, puis la stratégie de déploiement, elle est très intelligente, contrairement aux itinéraires américains, qui privilégient des escales de quelques heures juste pour maximiser le temps passé dans les casinos ou les boutiques du bateau. Les fameux pièges à touristes, là. C'est ça. MSC, eux, ils proposent régulièrement des nuitées complètes dans les ports européens. Ça permet aux voyageurs de descendre du navire puis de profiter de la vraie vie nocturne locale, d'aller souper en ville. De plus, ils utilisent délibérément leurs plus anciens navires pour ça, comme ceux des classes Lyrica puis Musica. Ah oui, des navires de 65 000 à 90 000 tonnes, c'est ça. Exact. Tu sais, pour la personne moyenne qui nous écoute, 90 000 tonnes, ça a l'air gigantesque. Mais dans l'industrie actuelle des méga-navires, c'est presque un format de poche. Ça accueille quoi? Entre 2000 et 3000 passagers? Ouais, c'est considéré comme petit aujourd'hui. Et la physique dicte cette décision-là. Ces navires-là, ils peuvent s'amarrer dans des ports patrimoniaux européens qui sont beaucoup plus petits puis exigus. Les monstres des concurrents, ils ont techniquement pas le tirant d'eau ni l'espace pour y accéder de façon. Fait que l'expérience s'oriente beaucoup plus vers l'exploration de la destination elle-même. C'est fascinant parce que l'ambiance à bord devient un peu le miroir de cette stratégie-là. La source insiste beaucoup sur le fait que la clientèle était profondément multiculturelle. Très international, ouais. Il y a un grand brassage d'Européens, de Sud-Américains, de voyageurs du Moyen-Orient. La compagnie maintient même des traditions formelles. Tu sais, les fameuses soirées de gala où le code vestimentaire est super strict, c'est une pratique que beaucoup de lignes américaines ont carrément abandonnée au profit d'une approche, disons, beaucoup plus décontractée, en t-shirt et sandales. Tellement. C'est le jour et la nuit. Au fond, c'est un peu la différence entre passer ses vacances dans un complexe hôtelier tout inclus standard, tu sais, aseptisé puis conçu spécifiquement pour plaire aux Nord-Américains. Ouais, le confort prévisible. Exact. Versus se retrouver soudainement invité à une fête de quartier trépidante en plein cœur de l'Italie. L'un est réconfortant, mais l'autre est authentique et culturellement immersif. L'analogie de la fête de quartier fonctionne parfaitement. Cependant, faut admettre que cette authenticité-là, ça pose un problème structurel majeur si tu veux conquérir le reste de la planète. Comment une compagnie centrée sur ce charme européen plus intimiste peut-elle espérer affronter Royal Caribbean dans les Caraïbes? Là où les touristes réclament des affaires complètement folles comme des montagnes russes aquatiques puis des tyroliennes au-dessus de l'océan. C'est ça le défi. Et la réponse de MSC, ça a été une évolution radicale de leur flotte. En 2026, ils opèrent pas moins de 22 navires répartis sur 7 générations architecturales différentes. Et le sommet de cette évolution-là, c'est la fameuse classe World. Là, on est à des années-lumière des navires intimistes de la classe Lyrica dont on vient de parler. On parle de mastodontes de près de 216 000 tonnes, capables d'embarquer plus de 600-700 passagers et propulsés au gaz naturel liquéfié en plus. Oui, le fameux GNL pour tenter de réduire les émissions. Toute la mécanique de ces navires-là est vraiment conçue pour rivaliser avec les immenses classes Oasis puis Icon de Royal Caribbean, des navires qui atteignent 250 000 tonnes.
Tu sais, pour concurrencer l'offre de divertissement américaine tout en gardant des tarifs de base compétitifs, ben, il te faut une densité de passagers astronomique. C'est une question d'économie d'échelle, finalement. Ils ont 13 restaurants, 7 piscines, des gigantesques parcs aquatiques. Le guide mentionne même le Cliffhanger. Ah oui, le Cliffhanger, c'est pas une piscine à débordement qui est littéralement suspendue dans le vide au-dessus de l'océan? C'est exactement ça, c'est vertigineux. Puis à côté de la classe World, t'as aussi la classe Meraviglia. Ceux-là sont plus pensés pour la Méditerranée, je crois. Oui, ils sont reconnus pour leur immense promenade intérieure surmontée d'un plafond céleste virtuel en LED. C'est magnifique. Puis t'as aussi la classe Seaside, qui elle est conçue pour les climats chauds avec des promenades extérieures qui font le tour du navire vraiment au plus près de l'eau, style Miami Beach. OK, mais là, il y a une contradiction énorme qui me saute aux yeux. Si l'attrait principal de MSC, c'est cette atmosphère authentique, ce brassage culturel européen élégant, comment on fait pour préserver une once d'intimité quand on entasse presque 7000 personnes sur un seul bateau? Est-ce que le charme s'effondre pas complètement sous le poids de la foule? C'est une excellente question et ce paradoxe-là, ben, c'est le cœur même de leur stratégie commerciale. La solution qu'ils ont trouvée pour gérer cette densité incroyable, sans détruire l'expérience, c'est justement ce fameux labyrinthe tarifaire dont on parlait au début. Ah, les niveaux d'expérience. Ouais. Le système des expériences s'agit littéralement comme un outil de contrôle du trafic humain. Sur un navire de 7000 passagers, il faut comprendre que tout le monde ne vit pas le même voyage, même si tout le monde navigue sur le même océan. Fait que décortiquons ça. Le tarif de base, juste pour être clair, ça inclut quoi? Le tarif de base, ça paie ta cabine, les repas au buffet puis dans les salles à manger principales, les spectacles de style Broadway, l'accès aux piscines puis les clubs pour enfants. Les taxes sont aussi incluses. OK. Mais là où il faut faire attention, c'est ce qui n'est pas inclus, n'est-ce pas? Parce que les exclusions sont nombreuses puis ça peut vraiment faire dérailler un budget vacances. L'alcool, le Wi-Fi, les restaurants de spécialité et surtout ces frais de service ou les pourboires automatiques. Ah oui, les pourboires. Le guide parle de 15 à 18 $ par jour par passager. Ça monte vite. Mais le vrai triplement de la complexité, ça vient du système de tiers. Parlons du niveau d'entrée, l'expérience Bella. C'est quoi exactement? L'expérience Bella, c'est le billet pur et simple. Ça garantit un lit sur le bateau, point. C'est la compagnie qui décide de l'emplacement de ta cabine. Fait qu'elle pourrait se trouver complètement à l'avant, très sensible au mal de mer, ou carrément juste au-dessus d'une boîte de nuit bruyante. Ouf, pas idéal. Et en plus, les passagers Bella n'ont aucune préférence pour choisir l'heure de leur repas du soir. Sur un navire surpeuplé, ça peut signifier manger à 21h30 le soir. Fait que si t'as des jeunes enfants, bonne chance. Ensuite, le niveau juste au-dessus, c'est Fantastica. Là, le contrôle revient un peu entre les mains du voyageur. Ouais, un peu plus. Avec Fantastica, l'emplacement de la cabine est garanti d'être meilleur, souvent sur des ponts supérieurs ou dans des zones plus centrales. Le passager peut aussi choisir l'heure de son souper, puis obtient le droit de se faire livrer un petit déjeuner continental dans sa cabine sans frais supplémentaires. Ce qui est quand même un beau petit luxe le matin. Mais là, le troisième niveau, l'expérience Aurea, là, on change de game complètement. Complètement. Ce palier-là débloque un changement radical dans la géographie du bateau puis la gestion du temps. Les cabines sont parmi les meilleures, en dehors du Yacht Club, bien sûr, et les passagers profitent du programme My Choice. C'est quoi ça, le My Choice? Ça permet de se présenter au restaurant à l'heure que tu veux, sans réservation fixe. Ils obtiennent aussi un embarquement prioritaire, ce qui est crucial quand tu as des milliers de personnes qui tentent de monter à bord en même temps, ainsi qu'il y a des rabais au spa thermal puis un massage gratuit. Ben tu sais, c'est brillant d'un point de vue psychologique. Pour reprendre notre analogie, c'est pas seulement choisir l'air climatisé dans une voiture, c'est carrément comme acheter des billets pour un immense concert en stade. Comment ça? Ben tu sais, le détenteur du billet Bella puis celui du billet Fantastica, les deux ont acheté une place dans la section balcon. Sauf qu'une fois dans le stade, le billet Bella se retrouve caché derrière un énorme pilier de béton avec un son super étouffé, alors que le billet Fantastica, ben lui, il est centré, avec une vue dégagée puis un accès immédiat au bar. Le prix, il dicte pas juste les avantages, il dicte la géographie du passager.
C'est une super métaphore. Et ce modèle-là, il contraste fortement avec celui d'autres lignes contemporaines. Sur Norwegian Cruise Line, par exemple, leur modèle Freestyle est basé sur la flexibilité totale pour tout le monde, peu importe le type de cabine. Chez Celebrity, c'est pas du tout inclus. Mais chez MSC, ton investissement financier dicte ton niveau de contrainte. Fait que plus tu payes, moins t'as de friction. C'est ça. Et la compagnie est très consciente que cette stratification ultra technique-là, ça peut rebuter une frange de voyageurs qui cherchent le luxe absolu sans avoir à analyser des tableaux Excel pour comprendre leurs avantages. Fait que pour eux, ils ont créé une solution radicale, l'échappatoire luxueuse. Le fameux MSC Yacht Club. C'est un concept qui a été introduit en 2008 puis qui est souvent décrit comme un navire dans le navire. C'est littéralement une enclave physique, souvent située tout à l'avant, puis qui est accessible uniquement avec une carte magnétique spéciale. Exact. Le Yacht Club, ça élimine toute la friction inhérente au méga navire. Là, l'offre devient un vrai tout inclus. Qu'est-ce qu'on a de plus? Les passagers bénéficient d'un service de majordome 24 heures sur 24, d'un salon panoramique privé qui s'appelle le Top Sail et d'un restaurant gastronomique exclusif. Pas de file d'attente, le forfait boisson premium extra qui couvre des verres jusqu'à 16 $ est inclus, tout comme le Wi-Fi pour 2 appareils. T'as l'embarquement prioritaire, l'accès au spa. C'est la belle vie, quoi. Ouais. Et les nouvelles classes World Post poussent le concept encore plus loin, avec d'immenses suites qui ont des terrasses donnant sur des jardins suspendus. Mais ce qui est fascinant dans cette analyse-là, c'est que cette logique d'exclusivité puis de séparation, ça s'arrête pas quand tu débarques du bateau. Ça se prolonge jusque sur la terre ferme. La compagnie possède sa propre île privée aux Bahamas, l'Ocean Cay MSC Marine Reserve. Et Ocean Cay illustre une autre divergence majeure avec la concurrence américaine. Tandis que Royal Caribbean transforme ses îles privées, comme Coco Cay, en d'immenses parcs d'attractions survoltés avec des glissades d'eau géantes. Ouais, des parcs thématiques sur la plage, là. Exact. MSC, eux, ils ont pris un site industriel abandonné qui était autrefois dédié à l'extraction de sable, puis en ont fait une réserve marine. Les initiatives documentées dans notre source incluent la restauration des récifs coralliens, un programme strict de protection des nids de tortues marines et une réduction rigoureuse de la pollution lumineuse. Un truc rare dans l'industrie, les navires y passent souvent la nuit, c'est bien ça? Oui, ça permet aux passagers de vivre l'expérience de l'île en soirée, sous les étoiles, sans la lumière aveuglante du navire qui pollue le ciel. Et évidemment, le Yacht Club y possède sa propre plage privée exclusive, la Ocean House Beach. Bon, là, je vois jouer l'avocat du diable une minute. Face à cette belle réserve marine-là, faut quand même se poser la vraie question. Est-ce qu'une immense multinationale du transport maritime de conteneurs qui opère des monstres d'acier de 200 000 tonnes propulsés au gaz peut véritablement se prétendre gardienne de l'écologie? C'est créer un sanctuaire marin à côté d'un méga navire, est-ce qu'on n'est pas juste face à un coup de génie marketing conçu pour vendre une plage privée différemment? C'est clair que la question du vernis écologique ou le greenwashing est super légitime dans une industrie qui est intrinsèquement énergivore. Personne ne peut le nier. Ouais. Néanmoins, d'un point de vue purement pragmatique, l'action sur le terrain reste tangible. Prendre une ancienne friche industrielle qui a été ravagée par des décennies de minage sous-marin, puis y restaurer des coraux, ça permet un gain net mesurable pour la biodiversité locale. Les résultats sont là. Exact. Que l'impulsion de départ soit motivée par une stratégie marketing de différenciation ou par un altruisme écologique profond, le résultat environnemental dans ce périmètre précis y demeure positif. Ça sert de contrepoids frappant à l'empreinte de leur navire et ce contraste-là souligne encore une fois leur volonté d'offrir une expérience axée sur la contemplation plutôt que sur l'hyperstimulation des parcs d'attractions. Ça a du sens. Fait que cette analyse-là éclaire vraiment les mécanismes derrière les brochures publicitaires toujours superbes. Si on résume, la portée de ce guide de 2026, on comprend rapidement à qui cette compagnie-là s'adresse au fond. Tout à fait. Spécialistes, puis les passionnés de la Méditerranée. Ceux qui cherchent une clientèle internationale diversifiée. C'est l'idéal pour les familles qui aiment les traditions puis les soirées de gala européennes. Et bien sûr, c'est le choix parfait pour ceux qui veulent le luxe absolu du Yacht Club sans payer les prix exorbitants des lignes ultra-luxueuses. Par contre, la mise en garde est tout aussi importante. Ce n'est pas pour ceux qui veulent un tarif simple, tout inclus, sans catégorie complexe. Un voyageur qui cherche la simplicité totale risque de trouver le système d'expérience vraiment frustrant. Surtout s'il se retrouve en classe Bella par mégarde.
C'est clair. Puis de la même façon, la famille qui espère trouver d'énormes parcs aquatiques ou une ambiance frénétique sur une île privée caribéenne, serait beaucoup mieux servie par les compétiteurs américains. L'essentiel, c'est d'aligner ses attentes. On n'aura plus l'illusion d'une offre magique. On sait désormais que c'est juste la carcasse de la voiture, puis que les options vont dicter le confort réel du trajet. Absolument. Et tu sais, cette exploration de la structure de MSC soulève une dernière piste de réflexion, qui à mon avis dépasse de loin le cadre des simples vacances. Je t'écoute. On a vu qu'une gigantesque multinationale familiale pouvait engager des milliards de dollars sur plusieurs décennies sans se soucier des tempêtes boursières à court terme. Sachant que les défis climatiques nécessitent des transitions profondes et coûteuses, ce modèle de propriété privée, fonctionnant sur un horizon générationnel, est-ce que ce serait pas en fin de compte la seule véritable façon pour l'industrie mondiale du tourisme d'atteindre un jour une réelle durabilité? L'obsession de satisfaire Wall Street tous les 90 jours, ça empêche souvent l'innovation à long terme. C'est une question qui mérite réflexion. Ah wow, c'est un pensée fascinante pour clore cette analyse. Penser au-delà du prochain trimestre financier pour investir dans la prochaine génération. C'est une stratégie qui donne effectivement matière à réflexion, bien au-delà de la réservation d'une cabine avec ou sans balcon. C'est tout le temps qu'on avait pour cette exploration en profondeur. Merci d'avoir partagé votre expertise aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir. À la prochaine. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.